À première vue, on a deux demi-finales d'une grande compétition de football. Des stades pleins à craquer. Une passion immense. Le sport dans toute sa splendeur. Mais si on écoute bien, si on tend l'oreille, on comprend que le vrai match, lui, il se joue très loin des pelouses. Il se joue dans les couloirs feutrés du pouvoir, dans les bureaux climatisés où se dessinent les destins. Oui, c'est le théâtre parfait pour ça. Le football en Afrique, c'est l'un des rares vecteurs capables de mobiliser autant de foules, de projeter une telle image de puissance à l'international. Pour les pays engagés, il ne s'agit pas juste de gagner un trophée en métal. C'est une question d'influence, de ce fameux soft power. Et pour l'organisateur, la Confédération africaine de football, c'est un test de crédibilité majeur. Or là, une série de décisions, notamment sur les désignations d'arbitres, ça met justement cette crédibilité à très rude épreuve. Alors allons-y, parlons-en de ces nominations. Sans filtre. Première demi-finale, le choc Égypte-Sénégal. L'arbitre désigné, c'est Pierre Achaud. Un nom qui, pour beaucoup d'observateurs avertis, est devenu synonyme de controverse. Après des décisions très discutées à l'assistance vidéo, dans la salle VAR. Le voilà propulsé au centre du terrain, sous les projecteurs. Simple coïncidence ou autre chose? Autre chose, sans aucun doute. Le terme « message » est le bon. Dans des contextes aussi passionnels, la perception, ce n'est pas un détail. C'est tout. On ne peut pas ignorer le passif récent de cet officiel. Il était dans la salle VR, cette fameuse assistance vidéo, lors de matchs où, curieusement, une équipe a systématiquement souffert de décisions litigieuses. Le voir ensuite récompensé par une demi-finale, ce n'est pas seulement maladroit. C'est un acte qui, en fait, nourrit le récit du favoritisme. Intentionnel ou non, le résultat est là. La suspicion s'installe. Et elle s'installe durablement. La suspicion, oui. Mais est-ce que ce n'est pas pire que ça? Si on veut être cynique, on pourrait dire que c'est presque une provocation. Normalement, dans une organisation saine, on met un arbitre controversé au repos pour calmer les esprits. Là, on fait l'inverse. On l'expose. C'est comme si l'institution disait « On sait que vous doutez, et non seulement ça nous est égal, mais on assume ». Vous mettez le doigt sur le cœur du problème. C'est une crise de gouvernance. La question n'est plus celle de la compétence technique de l'arbitre, mais peut-être celle de la loyauté. L'acte de nommer cet arbitre devient une déclaration de pouvoir. C'est une façon de montrer qu'on a le contrôle, qu'on promeut qui on veut, quand on veut, malgré les critiques. C'est un mécanisme qu'on observe dans beaucoup d'organisations, pas seulement sportives, quand elles se replient sur elles-mêmes. Et L'impact est dévastateur pour la confiance. Et le pire, c'est que ce cas-là, il n'est pas isolé. L'autre demi-finale qui implique le pays hôte, le Maroc, face au Nigeria, c'est peut-être encore plus symptomatique. L'arbitre désigné, Daniel Larriea, entretient une relation, disons, assez proche avec l'équipe du Maroc depuis le début du tournoi. Proche est un mot diplomatique. Les faits sont là têtus. Cet arbitre a été soit commissaire de match, soit observateur des arbitres, sur la totalité des rencontres du Maroc. Il était même à la VAR lors du quart de finale contre le Cameroun. Un match où, comme par hasard, 2 pénaltys potentiels pour les Camerounais n'ont même pas été vérifiés. L'accumulation de ces rôles autour d'une seule équipe, ça crée une apparence de conflit d'intérêts qui est, caricaturale. Oui, mais si je me fais l'avocat du diable à l'instant, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que l'organisation cherche juste à sécuriser les choses pour le pays hôte ? En nommant quelqu'un qui connaît le contexte, on minimise le risque d'une erreur qui créerait un incident diplomatique ou sécuritaire. C'est pas une forme de pragmatisme, même si c'est discutable. C'est le paradoxe classique du pays organisateur. L'avantage du terrain, ça existe. C'est accepté. Mais il y a une ligne très fine entre cet avantage légitime et une manipulation perçue. Votre argument, c'est celui qu'on utiliserait en privé. Mais publiquement, c'est indéfendable. Ça rappelle un peu, dans un autre registre, la Corée du Sud au Mondial 2002. Leur victoire avait laissé un goût si amer que ça a terni leur performance historique pour toujours. Ici, c'est la même chose. En voulant surprotéger l'événement, on risque de dévaloriser la victoire finale si elle a lieu.
Chaque coup de sifflet sera scruté, analysé à travers ce prisme de la suspicion. La victoire sportive risquerait donc de n'être qu'une victoire administrative, en fait. Exactement. Et c'est là que ça dépasse le sport. Si la victoire est entachée de suspicion, ça affaiblit le soft power que le pays cherchait justement à renforcer. Le succès devient une controverse. L'opération de communication devient un casse-tête insoluble. Et comme si ça ne suffisait pas, au milieu de tout ça, on a la déclaration de l'entraîneur du Nigeria, à la veille du match. Il ne parle pas de combat, il ne parle pas de tactique, il dit que ses joueurs clés sont épuisés. Et pire, il annonce sa stratégie, laisser le ballon au Maroc et défendre. C'est presque une capitulation avant l'heure. Bluff ou message codé? À ce niveau-là, une déclaration publique, ce n'est jamais innocent. La première lecture, la plus simple, c'est les Mind Games. Un classique. Il se présente en victime. Il enlève toute la pression de son équipe et la met sur le Maroc. Le favori, le pays hôte. Si le Nigeria perd, c'était prévu. S'ils font un résultat, c'est un exploit. D'accord, ça, c'est la lecture tactique. Mais le timing, juste après la confirmation de cet arbitre, Daniel Larriea, ça donne une autre couleur à cette déclaration. On ne peut pas y voir autre chose qu'un message plus politique. C'est la seconde lecture. Et elle est inévitable dans ce contexte. Ça peut être vu comme une forme de protestation silencieuse, une manière de dire « le jeu est pipé ». En annonçant qu'il va subir, il prépare déjà l'opinion à une défaite qui ne serait pas due à une infériorité sportive, mais à un environnement hostile, arbitre compris. Il construit son récit d'après-match avant même le coup d'envoi. C'est une manœuvre de communication de crise. C'est donc une stratégie à double détente, tactique pour le terrain et politique pour les coulisses. Mais c'est d'un pessimisme terrible sur l'intégrité de la compétition. Il nous dit entre les lignes que le combat est déjà perdu sur le plan de l'équité. Ça révèle surtout l'atmosphère qui est devenue délétère. La bataille psychologique a pris le dessus. Il ne parle plus seulement à ses joueurs, il parle aux observateurs, aux instances. Il acte le fait qu'il ne se sent pas en mesure de lutter à armes égales. La question que ça soulève, c'est la guerre des nerfs, est-ce qu'elle n'a pas déjà été perdue en coulisses ? Bon, alors, si on met toutes les pièces sur l'échiquier, on a des arbitres controversés qui sont promus. On a des soupçons de favoritisme. Mais que se passe-t-il, à l'inverse, pour les arbitres jugés irréprochables ? Des noms circulent. L'Égyptien Mohamed Maharouf, l'Algérien Mustapha Gorbal, salués pour leurs prestations. On ne les voit nulle part. Et c'est ça, en fait, le plus révélateur. L'absence de certains noms est parfois plus parlante que la présence d'autres. Gorbal, par exemple, il a une réputation d'intégrité. Il a géré des matchs d'une tension folle sans jamais de polémique. Le mettre sur la touche pour des demi-finales, c'est un signal. Le signal que la compétence n'est pas le critère numéro 1. C'est ce qu'on appelle en gouvernance un effet dissuasif. Quand une organisation semble valoriser la docilité ou la loyauté plus que la performance objective, ça envoie un message à tous les autres. Les officiels peuvent en déduire qu'il est moins risqué pour leur carrière de ne pas faire de vagues que d'appliquer le règlement à la lettre si ça peut embarrasser les puissants. Écarter les bons élèves, ça renforce l'idée qu'il y a des règles non écrites et que ces règles non écrites sont plus importantes que les règles du jeu. Tout à fait. La non-sélection de ces arbitres, pour les critiques du système, c'est la preuve ultime. C'est la preuve que l'institution se protège en écartant les éléments qu'elle ne peut pas contrôler ou qu'elle juge trop indépendants. Au final, pour le supporter, pour le joueur, qu'est-ce que ça change ? Ça change tout. Pour le supporter, ça instille le poison du doute. La passion se teinte de paranoïa. Et pour les joueurs, c'est démoralisant. Comment se donner à fond si on pense que le résultat est déjà orienté ? Ça peut tuer le jeu. Et pour le trophée lui-même, quelle valeur il aura ? Sa valeur est immédiatement dégradée. Le vainqueur portera toujours cet astérisque de la suspicion. Au lieu d'être un moment de fierté, la victoire devient une source de division, de cynisme. La compétition perd sa légitimité et avec elle, un peu de son âme. Donc, pour résumer, des nominations qui interrogent. Une déclaration de coach qui sonne comme un renoncement. Les meilleurs arbitres mis au placard.
Le tableau final, c'est celui d'une compétition où la politique a complètement dévoré le sport. C'est ça. Car l'enjeu ultime, ce n'est pas la coupe, c'est le contrôle du récit du football africain. Qui définit les règles du succès? Qui détient le pouvoir réel? Ce qu'on observe là, ce sont les symptômes d'une lutte d'influence à l'échelle du continent. Le terrain de foot n'est que la scène où ce drame politique se joue. Une scène où les joueurs ne sont que des acteurs finalement. Et ça nous laisse avec une question presque philosophique. Lorsqu'une victoire est obtenue sous un tel nuage de suspicion, que célèbre-t-on vraiment? La force d'une équipe ou le triomphe du système qui l'a portée au sommet?